Bonjour. Dans cette vidéo de 5 minutes, nous allons résumer quels sont les éléments importants qui permettent de reconnaître une zone de subduction. On appelle ça les marqueurs des zones de subduction. Donc sur l'image que vous avez devant vous, on a une dorsale. Ici, c'est une zone où a lieu une divergence entre plaques. Ça, c'est le chapitre précédent. Et puis ici, on a une zone où la subduction se déroule. Donc ici, vous voyez l'expansion océanique qui se déroule au niveau de la dorsale, et en même temps, regardez ici, vous avez cette lithosphère océanique qui plonge sous une lithosphère continentale. Alors ça, c'est un phénomène qu'on peut observer notamment à l'est de l'Amérique du Sud avec la plaque Pacifique qui plonge sous la plaque Amérique du Sud. Alors, par quoi ça se traduit en surface? Comment on peut reconnaître une zone de subduction? Alors, premier élément, grâce aux données GPS, on peut déterminer déjà que les deux plaques convergent l'une vers l'autre. Deuxième élément concret qu'on retrouve dans toutes les zones de subduction, une fosse océanique profonde, ici, juste à la limite entre la croûte océanique plongeante et la plaque continentale chevauchante. Ces fosses, ce sont les plus profondes sur Terre, puisque la fosse des Mariannes, qui fait plus de 11 km de profondeur, est justement une fosse de zone de subduction. Alors, deuxième élément important, une activité géologique intense. Alors, qu'est-ce qu'on entend par activité géologique intense? Eh bien, première chose, il y a beaucoup de volcans présents dans les zones de subduction, sur la plaque chevauchante. Donc, ici, il y en a un qui est représenté, mais dans la réalité, il y a toute une chaîne qu'on appelle l'arc volcanique présent sur la plaque chevauchante. Et on a aussi, en plus de ces éruptions volcaniques, la présence dans la croûte ici de réservoirs magmatiques qui vont soit communiquer avec la surface et déclencher des éruptions, mais il y a aussi des réservoirs magmatiques qui vont cristalliser lentement dans la croûte et contribuer à son épaississement ici dans cette zone, d'où la présence de reliefs importants dans les zones de subduction, notamment quand c'est une lithosphère océanique qui plonge sous une lithosphère continentale. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau mondial? Où est-ce qu'on trouve ces zones de subduction? Alors, on les rencontre essentiellement autour de l'océan Pacifique. Donc là, la carte devant vous est centrée sur l'océan Pacifique. Donc on ne voit pas la France, puisque de toute façon, il n'y a pas de zone de subduction en France. Et toutes les zones qui sont ici en bleu indiquent des zones où une lithosphère océanique plonge sous une autre lithosphère. Alors, soit sous une continentale, c'est le cas ici, mais regardez bien ici, vous avez de la lithosphère océanique qui plonge sous une autre lithosphère océanique. Et ces zones de subduction, elles forment une ceinture tout autour du Pacifique, qu'on appelle la ceinture de feu. Alors pourquoi ceinture de feu? Parce que les zones de subduction sont marquées, comme je l'ai dit, par un volcanisme important et par un volcanisme très dangereux. Notamment ici, vous allez voir l'éruption du Pinatubo, qui a eu lieu en 91 aux Philippines, et qui a déclenché une éruption spectaculaire avec l'émission dans la haute atmosphère d'un nuage de cendres et de fumée très impressionnant, qui a assombri le ciel pendant plusieurs heures dans cette zone. Donc un nuage immense, et le problème de ces éruptions, c'est qu'elles sont très difficiles à prévoir, très explosives. Et pourquoi est-ce qu'elles sont aussi explosives? Eh bien parce que le magma produit dans ces zones de subduction est un magma extrêmement riche en silice, et la silice a tendance à augmenter la viscosité du magma. Donc pour ce qui est du caractère explosif des éruptions dans les zones de subduction, eh bien elles sont liées donc à la viscosité du magma. Donc le magma étant riche en silice, SiO2, cette richesse en silice va augmenter la viscosité du liquide magmatique, qui en plus est riche en gaz. Quand ce magma remonte vers la surface ici, la pression exercée sur le magma diminue et les gaz dissous dans le magma vont se dilater. Donc la pression va augmenter dans le réservoir magmatique, va augmenter dans la cheminée qui est au départ bouchée, ici c'est refermé le cratère, jusqu'à ce qu'un certain point soit atteint et où la pression est trop forte et ça va déclencher une éruption explosive qui va projeter dans l'air des bombes volcaniques, donc des morceaux de la cheminée, des morceaux de roche
des nuages de cendres et de poussière jusqu'à des altitudes très élevées, plusieurs kilomètres dans l'atmosphère, et des nuées ardentes qui sont des nuages qui contiennent des toutes petites particules de cendres brûlantes qui peuvent être extrêmement dangereuses. C'est ce genre d'éruption explosive qui a eu lieu à Pompéi et qui a détruit totalement la ville de Pompéi. Donc si je résume les éléments importants qu'il faut retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui sur les marqueurs des zones de subduction, c'est une fosse océanique profonde. Premier élément important. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Des séismes. Alors ces séismes, ils ne sont pas répartis n'importe comment, ils sont superficiels, puis de plus en plus profonds, vers la plaque chevauchante. Troisième chose, la présence d'un volcanisme. Et ce volcanisme, il est explosif. Pourquoi? Parce que le magma est riche en silice, donc visqueux. J'ai oublié aussi le silice. Et dernière chose à retenir par rapport aux marqueurs des zones de subduction, il y a souvent un relief sur la plaque chevauchante associée au volcanisme. Donc voilà pour les marqueurs, et la seconde vidéo on expliquera quelle est l'origine du magmatisme dans ces zones, pourquoi il y a du magma qui se forme.